La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Hello tout le monde! Je change de salutation parce qu'on est toujours ravis de vous retrouver évidemment, et surtout parce que épisode exceptionnel, mais comme tous vous allez me dire. Mais pourquoi épisode exceptionnel? Parce qu'aujourd'hui notre invité n'est pas basé en France, il est francophone certes, mais pas basé en France, il s'agit de... Christophe Morel. Et Christophe Morel vit actuellement au Canada où il a sa boutique de chocolat, mais surtout il donne des cours avec l'académie de Barry Caibo. Et du coup généralement pour donner ses cours, il voyage sur la terre entière. Mais bon, pas par les temps qui courent, ce qui ne va pas nous déplaire, puisque Voilà. ça nous a permis de le rencontrer. Par les temps qui courent, c'est un peu compliqué, mais du coup son planning s'est allégé, et entre deux cours chez Belloué, on a réussi à l'attraper et à l'avoir derrière notre micro. On est ravis, parce que c'est quand même un grand professionnel du chocolat très renommé. Du coup, franchement, il nous a parlé de plein de trucs. Ouais, avec lui, on a parlé des pièces artistiques qu'il fait, à sa manière, de la manière dont il a trouvé sa matière chocolat, et puis de l'enseignement. Et de tout un tas de choses, mais comme vous le savez, nous on vous briefe, mais c'est toujours les invités qui en parlent le mieux. Donc on vous laisse avec Christophe, et nous on se retrouve en fin d'épisode. Bonne écoute! Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qu'on enregistre grâce à Fabrice Duconte, qui nous a gentiment mis en relation avec son ami depuis un petit moment, Christophe Morel. Oui, ça fait beaucoup de temps, oui. Ça fait plus de 30 ans, je pense. Plus de C'est un 30 ami ans. de 30 ans, ouais. Quand même, et du coup on a de la chance, Christophe était en France pendant un petit moment pour donner des cours chez Bellouet notamment, avec Jean-Michel Perruchon qu'on a eu dans un épisode précédent, et on en a profité pour venir observer les petits conseils que tu donnes en matière de bar nougat caramel. Oui, chez Fabrice, on a regardé pour refaire la barre sneakers mode artisanal. En fait, j'essaye de reproduire ce que font les industriels en mode artisanal. Et c'est super bon, on a goûté... Ouais, on a goûté, là je vous avoue, on vient de finir la cuve de nougat. Tous les restes, il n'y a plus rien. Du coup, on est vendredi, t'as fini hier ton deuxième stage de cette session. Exact. On peut peut-être commencer par là. Ça fait combien de temps que tu donnes des formations ? C'est venu au fur et à mesure. J'ai commencé les formations avec Cacao Barry, parce que je suis ambassadeur de la marque Cacao Barry. J'ai commencé il y a plus de 10 ans. Oui, il y a au moins 15 ans, facile. Donc ça s'est fait fur et à mesure. J'ai commencé à Montréal en amenant les techniques françaises pour les gens du Québec. Et puis, fur et à mesure, j'ai avancé. D'autres écoles m'ont appelé. Donc, Barry Callebaut a 22 académies dans le monde. Donc, déjà, ça fait pas mal de voyages. Après, j'ai commencé aux États-Unis. Après, ça a été l'Asie. Donc, dès qu'on commence à faire un premier voyage en Asie, les autres écoles nous appellent. Et puis, ça avance comme ça. Ouais. Et si on est bien, en fait, les écoles se parlent et ça avance. Si ça se passe pas bien, après, ça s'arrête net aussi. Donc, je suis content qu'on m'appelle parce que ça veut dire que les gens sont contents, quoi. Je crois que tu es le premier de nos invités, si je dis pas de bêtises, Vincent va me reprendre, qui a fait la plupart de sa carrière à l'étranger. Ouais, je pense que t'es le premier. Ouais, la plupart, non. J'ai commencé ici quand même, mais c'est sûr que je vais avoir fait plus de temps à l'étranger maintenant qu'en France. Ouais. Ouais, parce qu'en soi, là, on parlait des cours, et c'est vrai que on peut dire que quand même, en termes de transmission et de pièces en chocolat... Alors oui, la pièce, c'est autre chose. Alors j'ai plusieurs cours. Je fais des cours de bonbons de chocolat, de snacking. En fait, j'essaye d'apporter... Je pense que je suis réaliste dans mes cours, c'est que je suis pas un professeur qui fait que des cours. Donc j'ai ma vie d'entreprise et ce que j'apporte en cours, c'est de la vie d'entreprise. Donc c'est de la production, c'est comment gagner du temps, essayer de gagner de l'argent sur des produits qui marchent. C'est pas des produits... Alors c'est beau aussi, des professeurs qui font des produits, mais des fois c'est pas réalisable en entreprise. Moi, ma base, c'est que ce que je veux, c'est que les élèves, le lendemain, quand ils rentrent chez eux, ils sont capables de refaire la recette directement. Donc c'est ça qui est important pour moi.
Parce que, est-ce que juste, c'est vrai que ça on l'a pas dit, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu de ta formation et ton début de parcours? Toi, tu as une formation Alors de moi j'ai commencé comme tout le monde. À l'époque, tu faisais tout, le concours, il y avait que le CAP, il n'y avait pas tous ces diplômes-là, et c'était pâtissier, chocolatier, glacier, confiseur. Ok. Donc on faisait tout. Après, quand on faisait ça, selon les maisons qu'on faisait, on cherchait sa voie. Donc on pouvait être pâtissier de restauration, qui est différent, chocolatier, qui est un autre métier, je trouve, qui est vraiment différent de la pâtisserie. Après, pâtisserie de boutique, ça dépend. Moi, j'ai pris sur le chocolat à un moment parce que c'est ma matière, quoi. Je me sens bien. Carrément. Je vais juste rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas totalement au fait des formations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc Christophe disait, il y avait un CAP global à l'époque. Aujourd'hui, c'est un CAP pâtissier, un CAP glacier, chocolatier, confiseur. Et aussi une mention complémentaire dessert à l'assiette. Donc maintenant, c'est vraiment des formations beaucoup plus spécifiques et on se spécialise au fur et à mesure. Et à mesure. Donc qu'avant, on se spécialisait dans les maisons qu'on faisait après avoir obtenu ce CAP. Donc on n'avait pas tous ces réseaux sociaux, tout ça, donc on n'avait pas accès à tout et c'était à nous de nous déplacer dans les entreprises de chefs réputés pour aller voir leur façon, leur vision et leur façon de travailler, quoi. Et du coup, chez qui es-tu tombé dans le chocolat ? Au début, chez moi-même. Parce que c'est marrant, hein, les maisons que je faisais avant, souvent les pâtissiers, les chefs ou les patrons avaient horreur du chocolat parce qu'ils trouvaient ça trop difficile. Et en fait, tout ce qui est difficile, moi j'adore. Parce que je veux comprendre pourquoi c'est difficile. Donc c'est ça qui m'a attiré au départ. Et parce que je suis gourmand et le chocolat, je ne conçois pas une pâtisserie sans chocolat. Un petit challenge. Donc j'ai dit, mais pourquoi ils veulent pas faire du chocolat, et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est marrant ça, parce que j'ai quand même l'impression que ça s'est pas mal inversé, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup de pâtissiers qui veulent se mettre au chocolat pour proposer quelque chose en plus. Oui, aussi, mais il y a le côté fun aussi. Mais le problème, c'est que chocolaterie dans une pâtisserie et chocolaterie, si vous avez visité des vrais chocolatiers, c'est totalement différent. Ah oui. Donc c'est ça aussi qui m'a fait partir dans le chocolat, c'est que moi, je suis quelqu'un dans ma mentalité de production. Je supportais pas en pâtisserie de me lever à 3h du matin pour faire 10 éclairs et cuire 3 tartes aux pommes. J'avais horreur. Par contre, j'étais heureux en pâtisserie après quand on attaquait la production, qu'il fallait faire un maximum d'entremets dans un minimum de temps, et c'était mon élément. Et dans la chocolaterie, c'est ça en fait. C'est pas on n'a pas à se lever déjà. Je suis pas un gars du matin, je préfère bosser le soir. Et c'est de la production. Il n'y a pas de fournée dans le chocolat. Ouais. Donc il n'y a pas cet impératif de se lever super tôt. Et par contre, je connais des amis qui ont horreur de la production, qui préfèrent faire la fournée du matin. Mais c'est totalement différent. Et moi, je suis un gars de production. Moi, quand on me dit qu'il faut faire tant de kilos de chocolat, de praline, je suis heureux, quoi. Parce que je vais calculer tout, la recette, le temps, tout. L'efficacité. Ça s'aligne dans ma tête, quoi. C'est marrant parce que on a quand même fait maintenant plus d'une 20aine d'épisodes et on a rarement eu ce discours de pâtissiers qui disaient que c'était des gens de production. Oui. C'est pas commun. Mais c'est la mentalité en fait. Si tu regardes des chocolatiers, souvent c'est beaucoup plus strict et dans la production, parce qu'on fait des produits qui doivent se conserver aussi, donc il y a pas mal de technologies et puis on essaye de rationaliser tout. Donc il y a tout qui s'aligne en fait, et je trouve ça super. Après il y a des gens qui trouvent ça redondant parce que des fois si on fait un produit, ça va être 24, ça va être une journée, 2 jours, peut-être la semaine sur un produit. Puis il y a des gens, ils en ont marre, quoi. Et puis il y a aussi en fait justement cet état d'esprit un peu challenger que tu as eu au début, de te dire personne ne veut le faire, du coup je vais le faire pour comprendre. Je pense que ça intervient aussi dans la production où on essaye toujours de rentabiliser, rationaliser chaque geste, et du coup puisque c'est un geste répétitif, d'essayer de le faire au mieux possible de la manière la plus pure. Exactement. Et puis après j'ai oublié, c'est que quand j'étais petit, ma mère, parce qu'avant il y avait des petits chocolatiers qui faisaient le café aussi, et ma mère elle achetait son café dans un petit magasin comme ça où il torréfiait, et le monsieur faisait ses chocolats. Et quand j'étais petit, j'allais et je trouvais ça magique déjà. Et je pense que ça démarre de là au départ. Parce que je m'en souviens toujours. Il n'existe plus ce magasin-là, mais je trouvais ça magique. La patronne s'occupait du café et le patron, lui, il faisait les chocolats et tout ça. Et je trouvais ce magasin-là magique quand j'y allais, quand j'étais petit. C'était Noël pour moi. Ça, c'est un beau souvenir. C'est une des questions. On a 2 questions rituelles qu'on pose à la fin de l'entretien. J'étais trop vite. On peut te la poser maintenant, mais je pense que tu viens d'y répondre. C'est
quel est ton premier souvenir sucré? C'est pas ça, c'est ma mère, quoi. C'est ta mère? Elle fait des gâteaux tout le temps, et quand je sors de l'avion pour Paris, il y a toujours un gâteau qui sort du four. Ah. Et on fait des concours de confiture, on fait... Génial. Ah, mais le challenge aussi, en fait. Ouais, c'est ma mère. Moi, je rentrais de l'école ou du sport, il y avait toujours des plaques de financiers qui sortaient et tout ça. Donc, D'accord. J'ai toujours eu l'odeur de la pâtisserie quand je rentrais chez moi, donc c'est ouais. resté là, quoi. Donc Ouais. là, je suis arrivé la semaine dernière, il y avait des cakes aux fruits qui sortaient du four, quoi. Hyper intéressant ça. Donc voilà, c'est ça. Ouais, c'est trop D'accord, bien. donc ouais, C'est la base. T'as été imprégné de la pâtisserie. Les du odeurs, les parfums et tout ça, c'est la base, quoi. Et même le geste et le moment. Oui, parce Ok. qu'on faisait des trucs ensemble. Et puis, mais c'est juste au départ, même si je les faisais pas quand j'étais petit, c'est cette odeur quand je rentrais à la maison, quoi. Et moi, je veux revenir sur... bon, c'était il y a un petit moment, mais quand tu disais le chocolat, ça paraît compliqué, ça peut faire peur, ça m'a fait penser à cette anecdote. Du coup, notre professeur référendit Jean-Pierre Lesba, au moment où on a abordé le chocolat, je crois que tout le monde a dû tirer un peu une tête de « ça y est, c'est le moment du chocolat ». Et il a voulu désamorcer ça tout de suite et il a dit « vous voyez vos tabliers blancs, ils vont rester blancs. Ouais. Parce qu'on va apprendre à travailler proprement ». Parce que je crois qu'aussi dans l'imaginaire des pâtissiers ou des gens qui veulent faire du chocolat, ils se disent « oh, ça va en mettre partout ». Ouais, il y a ça, mais c'est aussi, je pense, si on veut comparer à la cuisine, c'est que le chocolatier, c'est comme le saucier, il travaille avec des matières grasses. Mhm. Et il faut comprendre ces matières grasses-là. Et si on ne comprend pas ces matières grasses-là, ça ne marche pas. La Parce qu'on technologie. fait une émulsion avec C'est de ça. l'eau et du gras. Donc, Bah. on ne peut pas partir en feu des fois. Il faut connaître son produit, quoi. Et c'est ça qui des fois, Peut repousse beaucoup de personnes. Ouais, y a Et pas de puis place. il y a une affaire aussi de minutie, parce que là tu parlais du coup de cette émulsion aux matières grasses. Des fois, il y a ces émulsions qui peuvent se faire à certaines températures. Ouais, c'est des ça. fois, ça C'est peut. de la techno, quoi. Ouais, vraiment. Ouais. Et C'est puis il faut ça, connaître le produit, le chocolat qu'on utilise. Et puis maintenant, on va plus loin parce qu'on va aller voir les gens qui sont sur place et les ressources des cacaos. Parce que jusqu'à il n'y a pas longtemps, le chocolat, c'était des mélanges de fèves de partout. Et puis on avait un goût X. Ouais. Maintenant, on travaille avec des chocolats d'origine, donc qui viennent d'un seul pays. Ouais. On travaille avec des chocolats de plantation, qui viennent juste d'une plantation. Donc c'est comme des vins, le goût est différent selon les Ouais. années. Donc après, au niveau des parfums et tout ça, on travaille comme des gens qui goûtent le vin. Mhm. Donc on a le goût du terroir et tout ça, et c'est ça qui est magique. Et on va dans des endroits, si on a la chance de visiter des cabosseraies et tout ça, quoi, des cacaoyères, mais je veux dire, si on va dans des endroits où les gens cultivent le cacao et n'ont souvent jamais mangé de chocolat, donc c'est... Les paradoxes On de- est, Ouais, on c'est est vrai. dans des trucs de de cette fou, quoi. économie. Donc c'est ça qui est magique, quoi. Et bon, alors du coup, est-ce que en 2 minutes, tu peux nous expliquer comment on fait du chocolat? Ah. Du départ, Ouais, Ouais. bah... de l'arbre. de Voilà. la Mais c'est fève. intéressant parce que moi je dis souvent, c'est quoi, des fois je fais des classes pour monsieur, madame, tout le monde où j'essaye de faire découvrir le chocolat. C'est que déjà Mhm. le chocolat il pousse pas en tablette, quoi. Alors tout le monde rigole, Non, ça. mais personne s'est posé la question comment on faisait du chocolat. Donc c'est ça qui est rigolo. Donc c'est Partons de une fois que l'arbre déjà, voilà. c'est un cacaoyer. Donc ça pousse juste sur l'équateur. Donc 20 Ok. degrés nord, 20 degrés sud. Il provient d'Amérique du Sud. Il y a 150 ans à peu près, on l'a déplacé en Afrique pour cultiver. C'est là maintenant le plus gros cultivateur du monde, c'est en Afrique. Ah. Ok. Ah, c'est marrant. Je ne savais pas. Et maintenant en Asie. Donc on en a sur Ouais. tout l'équateur. Ok. Donc on peut en avoir au Vietnam, Madagascar, partout sur l'équateur. Ah ouais, ça c'est intéressant. Donc c'est là où on peut découvrir juste une tablette, parce que je trouve que quand les gens ils vont dans les grandes surfaces acheter des tablettes par exemple, il y a un mur de tablettes et on ne sait plus ce que c'est, quoi. Donc déjà il faut savoir l'origine, comme pour Mhm. le vin, parce que ça va nous donner un terroir. 100% beurre de cacao. Pourquoi ? Parce que la fève, donc c'est cultivé, il y a 3 sortes d'arbres. Il y a le criollo, qui est l'arbre qui produit très peu de chocolat mais très aromatique. Mhm. Donc c'est le Château Lafite du chocolat. Ouais. C'est rare de trouver des 100% criollo. Après, il y a le Forestaro, qui est l'arbre de grosse production du chocolat, qui produit des chocolats beaucoup plus amers. Et il y a le Trinitario, qui en fait est un arbre hybride entre... Ça, c'est les 3 familles. Après, il y a Ok. des sous-familles, Ouais. mais ça, c'est les 3 grosses familles. Donc souvent, c'est des mélanges de ces fèves-là. Alors le moins cher, c'est sûr que les moins chers des chocolats, ça va être du Forestaro, mais on a un goût très fort. Donc il y a 2 grosses cultures à l'année. En ce moment, c'est la plus grosse, juste avant les fêtes de Noël, et il y en a une au printemps. Donc tout est fait sur place. Alors il faut savoir que ça se passe au milieu de la jungle, hein. Il y a d'autres arbres fruitiers, tout ça. Il fait 40 degrés, taux d'humidité, tout ce qui va.
C'est pas On des sent que tu y es allé. Non, mais c'est pas des rangées de pommiers ou des vignes, quoi. Je veux dire, on va dans la jungle, on a des bottes et tout, parce qu'il y a des serpents, il y a tout ce qui va avec, quoi. Je veux dire. Hein. Puis c'est l'accès. Souvent, on n'y va pas en voiture. Hein. Des fois, il y a la pirogue, il y a tout ce qui va avec, quoi. Hein, parce que c'est au milieu de nulle part. Le chocolat, c'est une aventure. Ouais. Là, on va, c'est l'Indiana Jones. On va dans des endroits où il y a rien, quoi. Je veux dire, quand on dit rien, c'est rien. C'est dans la jungle. Hein. Ah, ça va être génial. Et là, sur place, les fèves, les cabosses, quand ils sont mûrs, ils changent de couleur. Donc, selon la sorte, il y en a des verts, des orangés, des rouges, des jaunes. Donc, c'est cueilli sur place, c'est ouvert sur place. On enlève, les fèves de cacao sont entrelacées à l'intérieur dans une matière laiteuse blanche, de mucil. Et de là, on les met en bac ou après à l'ancienne dans les feuilles de bananier, tout ça, pour les faire fermenter. La fermentation va permettre de désagréger ce mucil autour. Et après, elles sont séchées pour la conservation et pour pouvoir être envoyées dans les usines de transformation du chocolat. Okay. Alors la fermentation, on ne l'a pas inventée, les Incas, les Mayas le faisaient déjà à l'époque, c'est que ça permet de développer les arômes et d'enlever l'amertume du chocolat. Ouais, mais ça, en fait, ça arrivait assez tardivement, le chocolat comme on le connaît, parce que fut un temps, ces fèves de cacao, c'était juste pour c'était juste pour faire du cacao. On a fait du chocolat à l'ère industrielle. Ouais, voilà, c'est ça. Jusqu'à avant, c'est Cortés qui a ramené les premières fèves de cacao, c'est pas Christophe Colomb. On faisait goûter ça aux prêtres espagnols parce que tout ce qui arrivait de Nouveau Monde, c'était eux qui décidaient. Et en fait, en Amérique latine, tous les Mayas, les Incas, c'était juste en décoction, comme le café, avec des épices. Si vous allez à Mexico, par exemple, vous le préparez encore, c'est de l'eau chaude, des épices et tout, donc c'est très corsé, quoi. Ouais. Et c'est là, en Espagne, où ils ont eu l'idée de rajouter du sucre, en fait, dans le chocolat. Donc on a bu des boissons chocolatées sucrées à partir de là. Donc c'était réservé pour les nobles et les rois et tout ça. Et à l'ère industrielle, on a découvert en fait comment le transformer en solide. Donc après, ces fèves-là sont torréfiées comme le café pour développer les arômes. C'est chauffé un peu moins fort pour pas brûler. Après, c'est broyé pour faire une pâte. On rajoute du sucre. Donc quand on voit 70% de cacao, c'est 70% de cette matière, de ces fèves-là, et le reste, c'est du sucre. Et après, on a inventé le lait déshydraté en Suisse. Nestlé a eu l'idée de le mélanger, de le concher avec, et on a inventé le chocolat au lait. C'est comme c'est une matière grasse, vous ne pouvez pas mettre de liquide, il a fallu inventer à un moment du lait déshydraté, quoi, du lait en poudre. Ouais, tu viens d'employer discrètement un petit mot qu'il faut expliquer, c'est concher. Concher, c'est qu'on mélange tous les ingrédients ensemble. Ils sont remués et chauffés à une 50aine de degrés. Et c'est ce qui permet d'émulsionner tout et de finir de développer les arômes et d'enlever l'acidité en fait, du chocolat. Étape indispensable, le conchage. Oui, alors qu'il y a... Oui et non, parce qu'il y a des gens qui commencent à faire des chocolats crus et où la fève n'est pas torréfiée. Ah ouais. Donc c'est un autre goût. J'ai pas encore été trop. J'ai déjà goûté et j'avoue que j'ai pas été. C'est différent. Ouais, c'était stabilisant. Parce que la fève torréfiée développe les arômes. Le conchage, après, c'est la personne qui va fabriquer le chocolat qui va choisir, déterminer en fait le temps de conchage. Parce que plus on conche, moins c'est acide et plus c'est doux. Donc on veut pas non plus que ça soit douceâtre non plus. Donc, et puis les machines de conchage, selon les machines qu'on utilise, le goût va être différent aussi. Donc tout ça est important. Tu sais, tu disais, quand on se retrouve dans un rayon de supermarché, qu'on voit toutes les tablettes, on sait pas forcément quoi choisir. Je me souviens plus exactement où est-ce que j'ai entendu ça récemment, mais c'était quelqu'un qui parlait de chocolat et qui le comparait au vin et qui disait... C'est pareil. On peut pas me demander est-ce que le chocolat à 70% c'est meilleur que le chocolat à 40% parce que quand on boit du vin, c'est pas pour l'alcool, sinon on boirait de l'alcool à 90%. Donc il faut J'étais là lors de cette discussion. Mais oui, je me rappelle. C'est juste le taux de sucre. C'était super malin. Ouais, tout à fait. Ouais, puis comme moi, on me demande c'est quoi le meilleur chocolat, il n'y en a pas de meilleur. Parce que selon les origines, le goût va être différent. C'est ça qui est magique. Et selon les plantations aussi, dans un même pays, si vous êtes dans une plantation dans le sud et l'autre dans le nord, pas comme pour le vin, parce que le terroir est totalement différent. Et après, le temps de séchage, si vous prenez du Chihuahua du Venezuela, qui est un chocolat emblématique, je veux dire, et là, même tout le décorum, il est magique, quoi. Et les fèves de cacao sont torréfiées à même le sol de la place de l'église. Et c'est pas ça qui va donner le goût. Mais peut-être que la pierre chauffe différemment cette fève et tout ça est différent, quoi. Quand il y a une histoire aussi derrière, ça apporte toujours quelque chose. Quoi. Et c'est pas alors le taux de sucre, pour moi, il c'est entre 65 et 70%.
de matière cacao. Parce que après, au-dessus, je trouve que c'est trop fort. Moi, j'avoue, j'avais demandé. Et on a du mal à vraiment à apprécier tous les arômes. Et 70, pour moi, c'est le meilleur. 100% beurre de cacao. Alors, 100%. Alors c'est pareil, 100%, si vous avez des fèves, moi j'ai eu des fèves de Criollo exceptionnelles, qui étaient les fèves blanches, qui étaient une race qui avait disparu, quelqu'un a retrouvé au Pérou parce que c'est dans un vallon où il n'y a personne qui passe, il faut y aller en pirogue. Donc, et après ils finissent en moto pour monter, parce que c'est en montagne. Ah bah oui, en Pérou, et là on peut manger les fèves comme ça, torréfiées, et elles ne sont pas amères. Ah ouais. Ouais. Donc la pâte de cacao, on peut manger du 100% si la fève est exceptionnelle. Et ça ne nous arrachera pas. Mais si vous mangez du 100% de Forestaro, vous ne mangez pas, quoi. Tiens, avant peut-être de parler un peu, maintenant qu'on a cette matière chocolat de tes sculptures, j'ai une dernière question. Ouais. Parce qu'on est écouté à moitié par des professionnels et à moitié par des amateurs passionnés. Est-ce que tu crois qu'on peut trouver du bon chocolat en supermarché ? Oui, des bonnes tablettes, mais il faut les chercher. Déjà, il faut être sûr, comme je disais tout à l'heure, j'avais commencé, il faut déjà trouver l'origine. Okay. S'il n'y a pas d'origine, on ne sait pas d'où les fèves viennent. Okay. Donc on retourne la tablette, et on essaie de voir, de trouver s'il y a l'origine. C'est comme le vin, on trouve du bon vin en grande surface aussi, mais en tablette. Donc il faut trouver l'origine, il faut déjà être sûr que c'est 100% beurre de cacao, parce que souvent pour couper des coups, on va rajouter d'autres matières grasses que le beurre de cacao. Okay. Ça on coupe des coups. Genre de la lécithine, des trucs comme ça. Non, la lécithine c'est 0 point et quelques, en fait c'est un liant. Donc je dirais même que la lécithine souvent va développer les arômes parce qu'elle va lier mieux les matières grasses. La matière grasse est exhausteur de goût, donc si elle n'est pas liée correctement, des fois on va pas avoir... Donc la lécithine me dérange aucunement. C'est bon à savoir. C'est les gras trans qui vont remplacer en fait le beurre de cacao, parce que pour le rendre fluide, on va rajouter une partie de beurre de cacao supplémentaire dedans. Et des entreprises vont couper cette matière qui est très très chère par un autre gras. On a le droit, je sais pas, parce que ça fait trop longtemps que j'ai quitté l'Europe, mais la législation européenne autorise un certain pourcentage tout en appelant ça chocolat. D'accord, ok. Ouais. Et après les bars, tout ce qui est bar, Mars et tout ça, normalement ça doit pas s'appeler chocolat parce qu'il y a plein d'autres choses que du chocolat, donc ça s'appelle confiserie ou autre chose. Okay. Mais on a le droit, et ça déjà je trouve ça une hérésie pour les chocolatiers parce que ça doit être 100%, donc il faut être sûr. De toute façon c'est pas long une liste d'un vrai chocolat, oui, c'est vrai. C'est cacao, sucre, beurre de cacao et lécithine. Bah super, on a nos repères. Donc dès qu'il y a autre chose, ça marche plus déjà. Ok, c'est bon à savoir ça. Ouais. Et donc l'origine, le taux de sucre pour ceux qui aiment plus ou moins amer. Et puis on peut jouer, je suis sûr, dans des grandes surfaces, aller trouver des origines différentes et faire des dégustations comme pour le vin, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression que les origines, même dans les grandes surfaces, j'ai l'impression, visuellement, j'avoue que je n'en achète pas trop, mais de voir maintenant des chocolats, alors un peu plus haut de gamme, où tu as les origines... c'est un certain prix de toute façon. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça se voit un peu... C'est un coût. Si ça coûte 50 cents d'euros, déjà il y a un souci au départ. Oui, c'est clair. Mais déjà, comparer des chocolats d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Asie, déjà c'est intéressant. Ouais, parce que c'est totalement différent. Et alors juste, vu que maintenant on est en grande surface, toujours dans notre rayon, est-ce que tu peux expliquer globalement la différence entre un chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc? C'est juste la quantité de poudre de lait? Alors, le chocolat noir, c'est juste comme je disais, cacao, sucre, beurre de cacao, il y a des fois un peu de vanille, mais c'est pas... moi, ça m'intéresse pas trop. Un peu de lécithine, ça, c'est pas grave. Après, chocolat au lait, c'est la poudre de lait qui est rajoutée. Donc, c'est sûr qu'en Suisse, souvent, les chocolats au lait sont meilleurs parce que la qualité du lait est extraordinaire. Si c'est du bon chocolat au lait, attention, si c'est fait avec du lait des alpages. Donc, si vous allez en Suisse, vous allez même découvrir des origines de lait. Donc, sur une même marque, vous allez avoir tel canton, le lait de ce canton-là, le lait de ce canton-là, et vous allez faire des différences de goût de lait. Oh, waouh! Alors ça... J'avais jamais entendu ça. On se penche là-dessus. J'adore. Et après, la quantité de lait aussi. Donc, il y a des chocolats au lait qui sont plus cacaoyés que d'autres. Donc, moi, j'aime bien quand même un chocolat au lait qui est autour des 40% de cacao. J'aime bien qu'il y ait un goût de chocolat. Après, plus il y a de lait et de sucre, je trouve ça... après, on va se rapprocher du chocolat blanc. S'il y a moins de 40%. Oui. Après, le chocolat blanc, c'est du beurre de cacao, ou du beurre de cacao, du sucre et du lait. Il n'y a plus la matière cacao. Il y a juste la matière grasse du cacao. D'ailleurs, et en souvent, théorie, c'est pas coupée, du chocolat. Ça s'appelle pas chocolat à cause de ça. Ouais. Si c'est 100% beurre de cacao, encore, soit. Mais souvent, c'est coupé, c'est du gras, du lait et du sucre. Voilà. Donc voilà. D'accord.
Non, Et, mais je me suis dit, Le ce serait chocolat bien au de faire un lait, petit vous pouvez aller dans des 40, ça monte à 48. Donc on a des chocolats au lait foncés, mais qui sont extraordinaires, quoi. Mhm. Et la qualité du lait. Oh, ça me donne. Bon, on va aller en Suisse, hein, tu sais quoi. Franchement, moi, je pense qu'il faut se pencher là-dessus. Ouais, parce que ouais. là, pour le coup, je savais pas du tout que. Ah, il y a certaines, j'ai vu ça, parce pouvait que y j'étais à avoir, Zurich il n'y a pas longtemps, et en fait, j'ai découvert ça avec des laits de plusieurs cantons. Des Trop collections intéressant. de plaquettes de chocolat. Alors le pourcentage est toujours le même, mais le lait est différent. Ah, bah ça doit être trop intéressant. Bah, ça, on va vraiment se pencher là-dessus. Ouais. Et donc, toi, tu fais quand même beaucoup. Nous, sur Instagram, ce qui est sûr, c'est qu'on peut voir beaucoup de tes sculptures. Ouais. Ça fait combien de temps? Comment t'as développé ce Alors savoir-faire? ça, c'est en dehors du boulot. Hein. C'est Ouais, ça, c'est un truc une de passion, et puis j'ai découvert ça pour m'exprimer, en fait. Mhm. Ça permet d'exprimer. Alors souvent quand je donne des cours de sculpture, c'est ce que je leur dis, je suis chocolatier mais je suis aussi psychologue parce que j'aide les gens à s'exprimer. Et souvent les sculptures, je les laisse faire et je vais voir ceux qui sont heureux et ceux qui sont pas heureux parce qu'on le ressent à la fin. Mais non, J'adore cette vision. Moi aussi. D'abord, on ressort ce qu'on a à l'intérieur. Ouais, c'est clair. Et la sculpture, j'ai fait des pièces en sucre comme tous les pâtissiers et tout ça. Et quand j'ai découvert la sculpture, je me suis senti facile. Et je suis à l'aise avec ce produit-là. Et j'ai une chance de pouvoir le faire parce qu'il y a des gens que c'est plus dur, que je vois en classe. Mais moi, ça a toujours été très facile. Donc, je me pète pas les bretelles pour ça parce que j'ai eu la chance de C'est trouver ma intuitif. matière. Ouais. Puis il faut dire que c'est quand même une matière où j'ai l'impression. Moi, genre, je sais que je rate aucune de tes vidéos ou de vidéos de sculpture. Et des fois, je vois des techniques, je me dis. Ah, mais on peut faire ça aussi avec du On chocolat. peut tout faire. J'ai l'impression qu'avec le chocolat, en fonction de comment on le travaille, parce que des fois tu peux le mixer pour le rendre Ouais, plus mais moi, malléable. je suis plus connu là-dessus, sur le Bah ouais. mixage et le modelage. Et je suis pas bon en dessin, hein. Je suis pas un super dessinateur. Mais par contre, tu me mets des photos et je vais les reproduire en 3D parce que j'ai la D'accord. vision 3D dans la tête. Et je vais Ouais. les reproduire. Je vais Parce que reproduire quelque chose qui de la photo Mhm. exactement. Parce que c'est une question que je me disais, c'était c'est quoi les démarches pour arriver à tes sculptures? Parce que des fois t'en fais qui sont énormes. Oui. Et j'avoue que t'as quand même. Enfin, il faut avoir une certaine représentation 3D pour avoir des proportions, etc. Et puis surtout, je me suis dit, mais C'est là où j'ai la comment tu facilité, démarres, donc je n'ai pas à me péter les bretelles avec ça, c'est que j'ai la chance, je trouve ça chanceux de pouvoir m'exprimer et être facile en regardant des photos, je vois Ok. la 3D. Parce que souvent les gens, la difficulté en classe, c'est qu'ils voient pas, la photo est à plat, donc ils ne voient pas la 3D. Donc il faut que je leur fasse réfléchir que c'est une 3D, donc il faut tourner la pièce, il faut regarder en face, sur les côtés et tout ça, il faut imaginer le truc. C'est un problème d'observation, quoi. Du coup, t'es vraiment dans la transmission et on peut dire que t'as un sacré savoir-faire en sculpture chocolat. Plutôt, ouais. Comment ça fonctionne les collaborations? Parce que dans la série des vidéos dont parlait Vincent sur Instagram, il y en a aussi eu pas mal que t'as faites avec Amaury Guichon. Évidemment. Comment ça fonctionne, vos deux créativités Alors, là, c'est une histoire magique aussi. C'est que lui, il y a quelques années, il voyait mes vidéos, il en faisait. Et puis il dit, est-ce qu'on peut essayer d'en faire ensemble? Et en fait, ça s'est aligné parfaitement. Parce que mon artistique est différent de d'autres artistiques. Et son artistique s'emboîte parfaitement avec le sien. Donc lui, il est très maquettiste, très... des fois, il me rend fou parce qu'il est perfectionniste à fond. Que moi, je suis sculpteur, donc ça va venir. Des fois, j'ai une idée, puis selon comment ça avance, ça va dans un autre sens, quoi, parce que je laisse aller la matière. Ouais. Que Amaury, c'est quelqu'un de... par exemple, juste pour la petite histoire, quand il avait fait le building avec le King Kong, moi, j'avais sculpté King Kong, Carrément. il avait fait le building, et il avait compté les fenêtres, et la nuit, il n'avait pas dormi, le lendemain, il est arrivé, il dit, il faut que je recommence, parce que c'est pas le même nombre de fenêtres. Mais c'est- Mais effectivement. Et là, je l'ai regardé, et je dis, mais t'es fou. T'es un grand malade. Ah mais c'est génial, ça s'invente pas. Ah ouais, cette anecdote est Donc géniale. ça, c'est Amaury, et je l'aime pour ça, et c'est quelqu'un de... Et du coup, il a des idées exceptionnelles, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, et je le laisse le power, en fait. Souvent, on parle sur des idées de pièces, et après, c'est lui qui va faire le croquis, et qui va déterminer le travail des deux. Et puis on travaille pendant 3 jours. Donc jusqu'à présent, maintenant il a déménagé, il est reparti à Vegas. Il a vécu pas mal de temps à Montréal parce que sa copine vit à Montréal. Et maintenant elle a déménagé à Vegas. Mais, Ça devait être plus pratique. oui, et puis il avait marre du froid.
Et du coup, on se donne 3 jours et chacun fait dans son boulot de chaque côté pendant 3 jours. Et le dernier jour, on réunit les 2 artistiques, on les soude ensemble. Ah ouais, donc c'est vraiment chacun fait sa pièce mais en fait, on les fait par cohabiter. rapport à ce que... À une idée co-conçue. Ouais. Donc lui, il a fait les croquis. Souvent, il va me faire la maquette en carton pour que je fasse la sculpture qui s'adapte sur ce qu'il va faire. Et voilà. Oh la vache. Et alors justement, là t'as dit un peu 3 jours, c'était une question que je voulais te poser, mais du coup t'as un peu répondu. Des pièces, d'énormes pièces par exemple, on peut rester sur cet exemple du building avec le King Kong dessus. Oui. Du coup, en 3 jours ça se fait. Oui. Ok, parce que j'avoue que moi je pensais beaucoup plus. Non, ça avait l'air d'être un travail on astronomique. se donne 3 jours. Ok. On veut pas faire plus. Donc c'est 3 jours de sacrée aventure, hein. Et... Mais c'est 3 jours pour faire la pièce, mais vous en avez discuté un peu au préalable. Oui, Ok. des fois on a discuté une soirée au téléphone, quoi. Ah ouais. Il arrive avec le dessin le matin, quoi. Ok. Moi la sculpture, j'ai la chance de... Tu me mets un dessin et je pars, quoi. Donc lui, c'est plus de travail parce que c'est du maquettisme, donc il faut penser à tout. Ouais, lui, c'est minutieux, tout doit s'emboîter parfaitement. C'est quelqu'un qui est très minutieux. Donc tu le vois sur ses pâtisseries, c'est quelqu'un qui est... Et tout est calculé. Que moi, c'est un autre artistique, quoi. Oui, c'est plus sûr. Freelance. Moi, je suis plus un grand rêveur. Un instinctif, quoi. Ouais, c'est ça. Et il faut pas me mettre dans un carcan. Case, ok. Sinon, je suis bloqué, je peux rien faire. Non, mais franchement, hyper intéressant. Et en fait, on s'entend bien. Et ça a marché, ça a cliqué tout de suite. Et puis ça se voit sur ce qu'on a reproduit, quoi. Ah ouais. Et maintenant, il m'appelle papa. Et voilà, quoi. C'est son papa chocolatier. Voilà. Et on s'appelle très souvent. Et puis, quand on a des questions et tout ça, on s'appelle. Et puis voilà, quoi. Et puis ça permet d'avoir quelqu'un, même pour lui, ça lui permet d'avoir quelqu'un peut-être plus âgé Pour qu'il se reposait un peu. Voilà. Moi, j'adore ce que ce métier offre, ce genre de filiation fictive, mais qui est tellement forte parce que c'est le même métier, la même passion, différentes manières d'exercer le même métier. D'apprentissage et d'éducation. Mais c'est ça aussi, c'est la transmission. Ouais. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et ce qu'il fait maintenant et ce qu'il arrivait à faire, c'est grâce à son travail parce que c'est quelqu'un qui est de très minutieux et qui travaille très fort, quoi. Ouais, mais c'est vrai que ça se ressent vraiment. Il sort pas ça comme ça. Et je trouve, comparé à moi, je suis jeune à côté de lui, quoi. Parce que moi, je suis flyé. Mais lui, il fait pas la fête, il fait rien, quoi. Donc, il vit pour son truc, quoi. Donc, à chaque fois, je traite de vieux, des fois. En tout cas, un tel engagement, ça force forcément le respect. Oui. Moi, là-dessus. Et puis, même quand on avait fini nos 3 jours et qu'on regarde ce qu'on a réussi à faire en 3 jours, à chaque fois, on est épaté, quoi. Ah bah oui. On se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? À chaque fois, on arrive et puis la marche, elle est de plus en plus haute, des fois. Ah mais ouais, franchement ça fait aussi beaucoup rêver quand on les voit rien qu'en photo, c'est impressionnant. Donc voilà, puis on s'amène des idées aussi parce que moi ça m'a permis de voir d'autres idées et d'évoluer aussi dans mon travail et vice versa. Donc c'est ça qui est important. Le travail en binôme apporte beaucoup de choses. Ouais. Mais moi justement j'avais une petite question pour terminer je pense sur les pièces, c'est est-ce que des fois du coup tu visualises et tu veux je sais pas ou un effet de texture etc. et du coup tu te creuses la tête pour trouver une autre méthode d'utiliser le chocolat parce que cette texture, tu l'as jamais retrouvée avec différentes techniques, etc. Après, l'artistique, c'est une question d'observation, quoi. Hein. On essaye de reproduire des choses, mais c'est quand on va dans des musées, moi je touche des sculptures parce que j'ai besoin de ressentir les reliefs, mais quand on voit des gens, on les regarde pour voir les visages, pour voir un peu les détails, c'est une question d'observation en fait. Ok, si tu veux nous sculpter, c'est d'accord. Mais c'est juste une question d'observation et pour les textures c'est pareil, on va voir des textures et on va essayer de les reproduire sur le chocolat. Donc. Mais ça c'est de l'artistique, je veux dire, pour tout artiste, toute matière confondue, c'est pareil, c'est juste une observation et beaucoup d'observation et d'essayer de reproduire des choses et d'exprimer ses idées en fait. Carrément. Voilà, ce que je trouve fascinant dans toute la discussion qu'on a eue, c'est qu'on observe à la fois qu'il faut être implacable sur la techno parce que chaque degré, rien n'est laissé au hasard et en même temps quand on t'entend parler de la partie artistique, ça c'est autre chose. C'est intuitif. Ouais, ça permet de me libérer. Donc t'as ta base qui de toute façon existe et carré et après on y va, on essaye. Puis j'ai eu la chance de me faire connaître avec ça et c'est ce qui me permet de voyager beaucoup et j'adore les voyages. Donc écoute. Et puis même voyager ça te permet de t'ouvrir à tout un tas de choses. Ah ça m'a changé la vie. Bah ouais, comparé à avant, j'ai rencontré tellement de gens de cultures différentes et tout ça que j'ai plus du tout la même vision. Ça m'a, je sais pas, ça m'a changé, ça m'a transformé.
Donc génial. j'ai la chance qu'on m'invite dans le monde entier. Ben, vraiment, je fais le tour du monde plusieurs fois dans l'année et juste pour sculpter des fois. Donc moi je trouve Juste ça pour faire magique. ce que t'aimes. Je me pince tous les jours. Hein. Donc là je suis embêté parce qu'on peut plus voyager, mais il y a tellement de choses à voir intéressantes et de personnes intéressantes à rencontrer. Donc grâce au chocolat, le chocolat m'a tout donné quoi. Donc tu lui rends bien. Voilà. Et bah écoute, nous on est quand même ravis que cette année tu aies pu un peu moins voyager et que tu t'aies pu te poser pour que on a réussi à t'avoir à notre micro. On est trop contents vraiment. Je pense qu'on a fait un joli petit Je tour. pense qu'on espère tous aussi que ça va pas durer. Oui, alors on espère vraiment que ça va pas durer. Mais on est quand même ravis de t'avoir. Ouais, c'était un plaisir. Mais attends, du coup, on a fait... On a fait une de nos deux questions rituelles. Ouais. Voilà, on a changé notre J'ai organisation. tout changé. Voilà. Mais ça du c'est coup, mon côté. on va quand même terminer par la deuxième. Et on profite, parce qu'en effet, c'est la première fois qu'on a un de nos invités qui vit plutôt à l'étranger et à Montréal, donc qui est francophone. Du coup, on a des gens qui nous écoutent là-bas. Du coup, notre deuxième question, c'est est-ce que tu as des petites adresses un peu coup de cœur, ou sucrées ou salées d'ailleurs? Du coup, est-ce que tu en as en France, évidemment, ou à Montréal? Alors, on a la chance à Montréal, ça va être compliqué de donner des adresses, je veux pas me mettre des amis à dos. Hein. Aïe. Mais Ça, C'est toujours le gros dilemme qui a de trop tout le monde. d'amis, ça. Oui, j'ai beaucoup d'amis. Mais on a la chance à Montréal, pour l'Amérique du Nord, d'avoir tellement de bons restaurants, parce qu'il y a tellement une culture européenne à Montréal qu'on Ça, a des vraiment. restaurants de partout, de tous les coins de l'Europe, et avec des produits exceptionnels. Donc, je suis même malheureux quand je vais aux États-Unis ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas du tout la même chose. Ah bah, à oui. Montréal, Ouais, c'est on est gâtés. Donc, il suffit juste de regarder et de demander même à l'hôtel où on est, où on peut les manger. Il va vous donner une liste de restaurants à aller voir et qui sont différents avec des concepts. Ouais. Si aux États-Unis, il y a Chicago, excuse-moi, il y a Chicago où il y a des bons concepts de restaurants. Ça, je veux bien l'avouer. Mais Alors, Montréal, c'est au-dessus. Sinon, on peut te demander où manger des bons chocolats. Chez moi. Bah oui. La réponse. Alors, La non, réponse la est- pâtisserie, c'est plus compliqué. Il y a quelques bonnes adresses. Il y a des gens comme Patrice Demers qui ont des pâtisseries, mais c'est pas comme en Europe où il va y avoir des pâtisseries à chaque coin de rue. Ouais. C'est typiquement français d'avoir la chance d'avoir une pâtisserie en bas de chez soi. C'est sûr. Dans le reste du monde, c'est souvent il faut aller à l'hôtel, dans un hôtel, prendre le thé ou le petit déjeuner pour manger des bons Et croissants. il est des bon bons de se le gâteaux. rappeler. Et le reste, que ça soit l'Asie ou l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud, n'importe, c'est dans les hôtels qu'il y a les meilleurs pâtissiers, c'est pas dans c'est vrai. les pâtisseries. Bon, bah du coup, alors peut-être que, vu que tu viens en France à peu près une fois par an, Oh, un peu plus quand même. un peu plus même, quelles adresses C'est à t'aimes côté, quand la tu France. viens à Paris ou en France Ah, c'est pareil, là j'ai trop Le d'amis. pauvre. Bon. Copain. On a la chance d'avoir tellement de pâtisseries ici j'ai dû prendre déjà en 10 jours, j'ai dû prendre 5 kilos. Quoi. Parce que En même n'importe temps, où si je t'as vais. le cake qui sort du four dès que tu Ouais, sors puis de l'avion. n'importe où je vais voir, parce que j'essaye d'aller voir tout le monde Bah sans oui. vexer les gens, mais tout le monde m'offre des gâteaux, et puis moi je suis gourmand, donc que tu m'offres des gâteaux, Donc tu je dis les jamais mange, non. si j'arrive pas à dire non. Donc, On comprend bien. non, il y a plein de pâtisseries, c'est sûr qu'il y a Fabrice qui est à côté de chez moi, Ah oui, mais Fabrice, sinon compte. après il y a tous les amis qui sont dans les relais desserts, qui ont des pâtisseries extraordinaires, donc C'est vrai qu'on peut tout simplement vous renvoyer à l'association. Voilà. des Donc relais ce que tu desserts, conseilles, déjà- c'est les relais desserts. Et déjà, là, c'est vous pas avez mal. déjà une bonne sélection. Ouais. Déjà, les mots- après, il y en a d'autres qui sont pas relais desserts, mais Ah non, tout à déjà, fait. si on regarde dans les relais desserts, déjà, il y a du beau monde, quoi. Donc, Très bien. on peut s'amuser déjà pas mal dans la pâtisserie. Bon, bah voilà. Voilà. Donc, franchement, merci beaucoup Bah, ça m'a fait plaisir. d'avoir pris le temps. Nous aussi, on Ouais. est hyper contents. Puis bah écoute, Bon courage. on va espérer que tu puisses. Votre continuité. Voilà. Je vais suivre. Merci. Je vais suivre. C'est vrai. Bah, Oh, sympa. tu vas t'écouter, j'espère. Je vais essayer. Pas, ouais. Ah, c'est pas le plus Je vais agréable. écouter ma femme. Ah, c'est bien. Et voilà, on espère que ça vous aura plu et surtout que vous aurez appris autant de choses sur le chocolat que nous. Donc souvenez-vous, le chocolat au lait n'est pas forcément super sucré sans goût de chocolat. Et puis, si le projet vous plaît, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur l'application Apple Podcast
ou à vous abonner sur toute autre plateforme que vous utiliseriez. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter sur notre site l'enversdudessert.com. Et puis si vous voulez suivre les petites actus de Christophe, où est-ce que vous pouvez aller ? Bah évidemment sur Instagram, mais vous devez peut-être connaître où il y a tout un tas de vidéos. Mais sinon, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est C. Morel Chocolatier. Et vous pouvez également nous suivre sur notre compte Instagram, l'envers du dessert, l'envers-du-dessert, où vous aurez dès demain une recette de truffe au caramel, gentiment offerte par Christophe. Vous voyez que le monsieur gère quand même un peu pas mal le chocolat, donc je pense que ça devrait être une très bonne recette. Ah ouais, j'ai trop hâte de la faire, surtout pendant le confinement. Ouais, grave. Avec Noël qui arrive, oui. Ah bah voilà, franchement une recette idéale, on attend vos retours, envoyez-nous vos petites recettes, vos petites réalisations sur Instagram. Et sur ce, on va terminer par remercier 12, l'artiste qui nous fait toutes les musiques et le mixage de nos épisodes. Merci 12. Et puis vous, on vous dit à la semaine prochaine. Bah voilà, à mercredi prochain.